Austin et Monica, mon fils et sa femme, ont posté une photo d'eux sur une croisière à 20 000 euros. Légendée. Vacances en famille, rien que nous trois. Ils avaient emmené Léo, leur fils biologique. Mia, ma petite fille adoptive de 8 ans, avait été laissée seule, enfermée dans une maison sombre avec un pain moisi et une note. Sois sage. Ils avaient oublié qu'avant d'être un grand-père, j'étais un commandant logistique de l'armée américaine. Je n'abandonne personne. La famille, pour moi, c'est une question d'amour, pas de sang. À 2h03 du matin, mon téléphone vibra. Je me réveillai au son d'une enfant retenant ses larmes. Papy, murmura Mia, sa voix tremblante. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi chuchotes-tu? Papy, j'ai soif. Je ne peux pas, la porte est fermée à clé. Toutes les portes. L'entrée, la porte de derrière et celle du garage. J'ai frappé à la chambre de maman et papa, mais personne n'a répondu. Je crois qu'ils sont partis, papy. Il fait vraiment noir. J'ai entendu un bruit au sous-sol et j'ai peur. Mon sang se glaça. L'instinct, forgé par 30 ans dans l'armée, me hurlait d'agir. Écoute-moi, Mia, dis-je en enfilant mon pantalon, le téléphone à l'oreille. Va dans ton placard, prends ta couverture, ferme la porte et attends là. Ne sors pas avant d'entendre ma voix. Tu comprends? Oui, papy. Reste en ligne, mais ne fais aucun bruit. Je chaussai mes bottes, attrapai mes clés et mon pistolet Sig Sauer dans le tiroir de ma table de chevet. La chambre était chargée. Si quelqu'un effrayait ma petite fille, je ne le saluerais pas d'une poignée de main. J'ai parcouru les 20 minutes de trajet en 12. Le téléphone, toujours en ligne, était sur le siège passager. Austin a toujours été faible, trop soucieux de l'opinion des autres. Monica, ma belle-fille, était froide. Arrivée dans l'allée, mes phares balayèrent de la maison plongée dans l'obscurité. Les voitures d'Austin et Monica avaient disparu. Le silence était pesant. Je coupai le moteur, pris les doubles des clés et courus à la porte d'entrée, pistolet en main. J'ouvris et appelai. Mia. Seul le silence me répondit. L'interrupteur ne fonctionna pas. Le courant avait été désactivé, les disjoncteurs baissés. Qui ferait ça en laissant un enfant seul? J'éclairais avec mon téléphone. La maison sentait l'abandon. Je montai directement à la chambre de Mia, la plus petite pièce. La chambre de Léo, pleine de jouets, contrastait avec celle de Mia, vide et spartiate. Mia, c'est papy. Une silhouette minuscule émergea du placard, serrant l'ours en peluche usé que je lui avais offert, son seul jouet. Elle se jeta sur moi, tremblante et trop légère. Je la serrai dans mes bras. Chut, je te tiens. Tu es en sécurité. Ses larmes mouillèrent ma chemise. Je la portai en bas. Dans la cuisine, mon téléphone révéla un mot scotché au réfrigérateur, de la main de Monica. Mia, nous avons emmené Léo à un stage de football pour son équipe. C'était à la dernière minute. Nous serons partis 2 semaines. Il y a du pain sur le comptoir. Ne sors pas. Les voisins appelleront la police et te mèneront dans un endroit terrible si tu te promènes. Sois sage. Nous te surveillons par les caméras. Sur le comptoir, une miche de pain blanc moisi confirmait la note. Une rage pure et brûlante m'envahit. Ce n'était pas de la négligence, mais une cruauté calculée. 2 semaines seules, avec du pain immangeable et la menace de la police. Le réfrigérateur était fermé par une lourde chaîne de vélo et un cadenas. Mia, toujours agrippée, murmura pourquoi le frigo était fermé. Maman a dit que je vole la nourriture, que je mange trop, et que c'est pour Léo, lui, il grandit. Je la posai sur un tabouret et coupai la chaîne avec ma pince. À la lumière de ma torche, le frigo était plein. Steak, fruits, yaourt, un gâteau joyeuses vacances. Il l'avait enchaîné pour l'affamer, pas pour économiser. Je lui tendis une bouteille d'eau qu'elle but d'une traite. Nous partons, lui dis-je. Ne prends rien, nous t'achèterons de nouveaux vêtements. Mon retour fut méthodique. Mia dévora la soupe et le croque-monsieur de sa vie. Chaque bouchée enfonçait un clou dans ma relation avec Austin. Mia endormie, je me retirai dans mon bureau, le sommeil me fuyant. Je devais les trouver. Le stage de football était un mensonge. Austin détestait le football et Léo était piètre joueur. Sur Facebook, rien d'Austin, trop prudent. Monica, elle, étalait sa vie.
Sur son Instagram public, une photo postée 4 heures plus tôt. Austin, Léo et Monica, en bikini, coupe de champagne, sur un luxueux paquebot. La légende? Enfin la paix. Icon of the Seas de Royal Caribbean. 15 jours de bonheur avec mes garçons. Zéro distraction. Juste nous. Mia était leur distraction. Leurs sourires insouciants trahissaient des gens qui croyaient avoir commis un crime impuni. Je décrochai mon téléphone et appelai la compagnie aérienne. 20 ans de statut platine m'avaient appris comment obtenir des informations. Je me fis passer pour le père d'Austin, demandant à confirmer leur vol retour. Je donnai sa date de naissance. L'agent, exténué, se laissa faire face à mon ton autoritaire. « Oh oui, monsieur Morel, dit-elle. » Les Pierrettes pour Austin, Monica et Léo Morel avaient été réservés 6 mois auparavant. Aller-retour pour Miami, en première classe. Je raccrochais, la main serrant la souris à faire craquer le plastique. Ce n'était pas une décision de dernière minute, ni une urgence. Ils avaient planifié cela un semestre entier. Durant 6 mois, ils avaient dîné avec Mia, sachant qu'ils la laisseraient comme un meuble indésirable. Ils avaient économisé, réservé les Pierrettes et sûrement acheté cette chaîne des semaines plus tôt. Le calendrier affichait mardi. Le navire avait quitté Miami la veille. Leur première escale, Nassau, aux Bahamas, était pour demain. Je revis la photo de mon fils. Il me ressemblait, mes yeux, mon menton, mais il n'avait pas ma force. C'était un lâche qui laissait sa femme abuser d'une enfant par facilité. Je refermai l'ordinateur. Le grand-père conciliant que j'étais mourut. Pierre Morel, le commandant logistique, était de retour. J'ouvris mon coffre-fort. Passant devant les obligations et l'acte de ma maison, j'atteignis le fond, là où je gardais ma réserve d'argent. Au fond, ma caisse de guerre. Une épaisse liasse de pierrettes de 100 euros. J'en sortis 20 000 euros. Je ne me contenterai pas de sauver Mia, murmurai-je. Je détruirai leurs vacances, leur réputation, et reprendrai ma petite fille pour toujours. Je réservai 2 pierrettes simples pour Nassau. Le soleil commençait à peine à se lever, teignant le ciel d'un rouge sanglant. C'était approprié, car je venais pour le sang. Les portes automatiques du terminal s'ouvrirent sur le chaos des aéroports. Cris de bébés, roulements de valises, annonces de retard. Pour la plupart, un casse-tête. Pour moi, un simple problème logistique. Je serrai la main de Mia. Sa paume était moite. Elle portait un t-shirt rose un peu trop grand, acheté en chemin. L'important était qu'elle soit propre et protégée. Nous nous joignîmes à la longue file d'enregistrement. Le panneau numérique affichait notre vol. Miami-Nassau, départ dans 2 heures. C'était juste, mais les meilleures missions sont celles où l'on n'a pas le temps de trop réfléchir. Mia regardait ses pieds, évitant le regard. « Papy, tu es sûr qu'on peut y aller ?» demanda-t-elle doucement. Maman a dit que les pierrets coûtaient 1 million d'euros. Je lui serrai la main. « Maman ment, Mia. Nous partons. » Nous atteignîmes enfin le comptoir. L'agent, une jeune femme aux yeux cernés, nommée Sarah, semblait exténuée. Je lui adressai mon sourire le plus affable, celui réservé aux généraux. « 2 pierrets simples pour Nassau, s'il vous plaît. Première classe, si possible. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Première classe, un concept de film pour elle. Sarah pianota sur son clavier, ses longs ongles en acrylique cliquetant. Elle demanda mon passeport et l'acte de naissance de Mia, que j'avais heureusement dans mon coffre-fort. Je les lui tendis avec ma carte de crédit platine, cette lourde carte métallique au plafond élevé. Ma discipline, forgée au fil de ma carrière, s'étendait à mes finances. Je réglais toujours tout intégralement. Sarah glissa la carte. Son visage trahit d'abord un léger froncement de sourcils. Puis elle m'annonça « Je suis désolé, hein, monsieur. La carte a été refusée. » L'homme derrière moi soupira. Une chaleur me monta à la nuque. « Réessayez, s'il vous plaît, » dis-je calmement. « Il doit y avoir une erreur. » Elle s'exécuta, saisit les chiffres manuellement. Après une longue pause, elle leva les yeux, la pitié dans le regard. « Elle est à nouveau refusée, monsieur. Le message indique « ne pas honorer ». Vous devriez contacter votre banque. » L'homme derrière moi grogna. « Mon vieux, si vous ne pouvez pas payer, poussez-vous. » Je me retournai lentement.
Mon regard, celui que je réservais aux recrues indisciplinées, suffit à le faire taire. L'homme baissa les yeux sur son téléphone. Je m'écartai du comptoir, Mia tremblante à mes côtés. J'ai fait quelque chose de mal, papy, murmura-t-elle. Non, chérie, juste une erreur. Reste près de moi. Je composai le numéro prioritaire de ma banque. Pierre Morel. Code Zulu Tango Niner. Pourquoi ma carte est-elle refusée? La voix professionnelle m'informa. Compte gelé pour activité suspecte. Un gros retrait en espèces hier après-midi a vidé votre limite. La transaction en personne nous a trompés, mais l'achat de voyage suivant a déclenché l'alerte. Je figeai. Un retrait en personne? Je n'ai fait aucun retrait, dis-je, la voix grave. Combien? 25 000 euros, monsieur, à la succursale de Main Street. Je fermai les yeux. Main Street, la succursale d'Austin. Il en était le directeur et savait parfaitement imiter ma signature, s'étant exercé toute sa vie sur ses bulletins scolaires. La trahison me frappa plus fort que la perte. Ce n'était pas un simple vol, mais une exécution. Il m'avait vidé pour financer son paradis, pensant me priver de tout moyen d'agir. Il avait oublié à qui il avait affaire. « Voulez-vous contester la transaction » demanda le banquier. « Non, répondis-je froidement. Laissez tomber, je m'en occuperai personnellement. Je raccrochai. Je regardai Sarah, qui faisait déjà signe à l'homme d'affaires. Excusez-moi, dis-je en me plaçant de nouveau devant elle. Je n'ai pas terminé. Si la carte est refusée, je ne peux rien faire, dit Sarah, à bout de patience. Sans discuter, je m'agenouillai sur le sol poli de l'aéroport. Mia me regardait, perplexe. L'homme d'affaires ricana. Regardez l'ancien, il prie. Je l'ignorais. Je défis les lacets de ma botte gauche. Une vieille habitude. On ne fait jamais confiance aux banques, ni aux poches. On fait confiance à ses bottes. Je plongeai la main dans une doublure secrète que j'avais cousue moi-même. J'en sortis une épaisse enveloppe plastifiée. Je me relevai et la posai sur le comptoir. Le bruit sourd fit taire l'homme d'affaires. Je déchirai le plastique, révélant une pile de pierrettes de 100 € neufs. Mon fonds d'urgence. Je comptai jusqu'à ce que la liasse sur le comptoir soit imposante. « Je crois que c'est une monnaie légale, » dis-je d'une voix neutre. 2 pierrets première classe pour Nassau. Et je veux les sièges côté hublot. Sarah fixa l'argent, puis moi. Elle déglutit. « Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. » Ses mains tremblaient en comptant. L'homme d'affaires, muet, s'intéressa soudain aux dalles du plafond. Je me penchai vers Mia, qui me regardait avec des yeux ronds. « Papy, pourquoi as-tu de l'argent dans ta chaussure ?»« Parce que les banques peuvent faire des erreurs, Mia, » dis-je, assez fort pour être entendu. « Et parce que parfois, ceux en qui tu as le plus confiance te volent. Mais tu ne dois jamais les laisser arrêter la mission, tu comprends ?» Elle hocha la tête, gravement. Sarah me tendit les cartes d'embarquement, son attitude transformée par le respect ou la peur. Peu m'importait. « Merci, monsieur Morel. Bon vol. » Je pris les pierrettes et la main de Mia. Je sentais le poids de l'argent à ma cheville. Austin m'avait cru désarmé, mais j'étais redevenu le soldat que j'avais été, mon transport assuré. Le signal de la ceinture s'éteignit, marquant un nouveau round. Nous nous stabilisions à 9000 mètres, le bleu éclatant de la haute atmosphère remplaçant les nuages gris de la côte est. J'ajustai mon siège. Mia, rigide, semblait engloutie dans son large siège de première classe, ses jointures blanches agrippées à l'accoudoir depuis le décollage. Une hôtesse au sourire chaleureux s'arrêta avec son chariot. « Bonjour, monsieur Morel, et à vous, jeune fille. Puis-je vous offrir à boire? Jus, soda, chocolat chaud? Nous aurons aussi des cookies chauds. » J'attendais son illumination. Elle tressaillit, s'enfonçant dans le cuir. « Non, merci, » murmura-t-elle à peine audible. Je fronçai les sourcils. « Chérie, tu n'as rien mangé. Prends un jus, un cookie. » Mia secoua la tête. « Je n'ai pas faim, papy. Ça va ?» Son estomac gronda, la trahissant. L'hôtesse sourit en déposant fruits secs et jus de pomme. Des encas, au cas où. Je couvris sa main tremblante de la mienne, rude et calleuse, contrastant avec sa peau froide et moite. « Mia, regarde-moi, » dis-je, doux mais ferme. « Pourquoi me mens-tu ? Je sais que tu as faim. »
Pourquoi as-tu refusé? Elle baissa les yeux. Parce que ça coûte de l'argent, papy, dit-elle si bas que je dus me pencher. Perplexe, je me redressai. Chérie, j'ai acheté les pierrettes. La nourriture est incluse. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Non, papy. Maman disait que rien n'est gratuit. Elle disait que j'étais cher, que mon adoption les privait d'un bateau. Chaque extra puisait dans le budget. Et si je n'étais pas sage, l'électricité couperait. Ce serait ma faute. J'eus le souffle coupé. Ce coup psychologique était pire qu'un coup physique. Monica affamait son corps et empoisonnait son esprit, lui faisant croire qu'une enfant de 8 ans était responsable de leur stabilité financière. Je regardais par le hublot, luttant contre la rage. Les dépenses d'Austin et Monica me revinrent. Sac à main à 3 000 euros, abonnement de golf à 500 euros par mois, voiture de luxe, vin importé. Pourtant, ils avaient osé fait croire à cette petite fille qu'un simple soda était la cause de leurs difficultés. Ils la manipulaient, la rend. Je lui tendis le jus. Bois, dis-je doucement. La soif l'emporta, et elle vida le verre d'un trait. Appuie sur le bouton bleu de ton accoudoir, repris-je. Elle obéit. L'hôtesse apparut. Ma petite fille aimerait 2 cookies chauds aux pépites de chocolat, un autre jus et un sundae à la vanille avec sauce chocolat chaud, demandai-je. Ça te va? Mia me regarda, puis l'hôtesse, comprenant mon combat. Oui, s'il vous plaît, murmura-t-elle. Quand la nourriture arriva, Mia dévora les cookies, la glace et les noix avec une concentration déchirante. À chaque bouchée, ses épaules se détendaient, l'enfant reprenant le dessus sur la petite prisonnière. Je m'adossai, la regardant racler la dernière cuillerée. Je fis un vœu silencieux. Il l'avait brisé pendant des années. J'avais 2 semaines pour tout réparer. « Mia, dis-je. » Elle leva les yeux, la joue maculée de chocolat. « Oui, papy. Je veux que tu te souviennes de cette sensation, être repu, en sécurité, au chaud. C'est ainsi que ce sera, désormais. Personne ne te privera plus jamais de nourriture. Personne ne te dira que tu es trop cher, pas tant que je respirerai. » Elle scruta mon visage, puis hocha lentement la tête. « D'accord, papy. » Une zone de turbulence secoua l'avion. Mia halta et saisit ma main. Je la serrai, impassible, son roc. Cette secousse n'était qu'un avant-goût. La vraie tempête nous attendait à Nassau, et j'étais prêt à y foncer. À Nassau, l'humidité nous frappa comme une serviette mouillée dès la sortie du terminal climatisé. Une chaleur lourde sentant le diesel et l'asphalte. Nous prîmes un taxi pour le port de croisière. J'ignorais le chauffeur, mon esprit calculant les délais. L'Icon of the Sea avait accosté à 7 heures, devait repartir à 17 heures. Il était 11h30, moins de 6 heures pour les trouver, les confronter et quitter ce navire avant le départ. Au quai Prince George, c'était la folie. Des milliers de touristes déferlaient des navires, comme des fourmis d'une fourmilière bousculée. Le bruit était assourdissant. La musique des steel drums se mêlait aux cris et aux klaxons. Je serrai la main de Mia, jusqu'à lui blanchir les phalanges. « Reste près de moi, ne lâche pas. Si tu te perds, crie mon nom. » Elle hocha la tête, yeux écarquillés. Nous atteignîmes le poste de sécurité du quai Royal Caribbean. Un garde imposant nous barra la route. Pièce d'identité et CPASS. Je n'ai pas de CPASS. Je veux un laissez-passer journalier. Il ricana. Tout se fait en ligne. Navire complet. Sans ça, vous ne passez pas. Écartez-vous. Je ne bougeais pas. Je ne suis pas un touriste. Mon fils est à bord, avec ce qui m'appartient. Il me faut 2 heures. Je paie. Il soupira. Pas de laissez-passer, pas d'entrée. Bougez avant que j'appelle la police. Mia, tremblante, tira sur ma chemise. Papy, il fait peur. Allons-y. Je compris que les règles étaient un luxe. Je sortis 500 euros, les pliai dans ma main et me penchai. Vétéran de 70 ans avec une enfant. Pas une menace. Juste un grand-père qui doit réparer une erreur. Qui gère les listes VIP, les ajouts de dernière minute, les visites familiales d'urgence? Je pressai les pierresses dans sa paume. Son regard changea. « Tante Bleue,
Tout à gauche. Demandez, monsieur Henderson. Amis et famille. Et si ça ne marche pas, vous ne tenez pas ça de moi? Dans la tente bleue, monsieur. Henderson récita son discours sur la capacité. Mais 2 000 € en espèces pour deux, laissés passer lui firent trouver une faille. 21 minutes plus tard, il me remit 2 cordons, valables jusqu'à 16h30. Après, vous partez avec la croisière. Je passai le cordon au cou de Mia. Il lui sembla trop grand. Sur la jetée brûlante, la foule s'écarta et l'Icon of the Seas apparut. Une ville flottante, haute, tapageuse, arrogante. Exactement le genre d'endroit où Austin pouvait faire semblant que le réel n'existait pas. Il était 12h15. Mia resta bouche ouverte. C'est là qu'ils sont? Oui. On va leur crier dessus? Non. Je lui pris la main vers la passerelle. On ne crie pas. Crier est pour ceux qui n'ont pas de plan. Nos pas résonnèrent sur la rampe métallique. Nous montions à bord du vaisseau ennemi. Le réfectoire du pont 15 débordait. Crevettes, viande, desserts, assiettes pleines et restes jetés. Mia avançait à petits pas, abasourdie par l'excès après le pain moisi rationné. Le gaspillage avait quelque chose d'obscène. Les trouver fut facile. Il suffisait de repérer le centre d'attention. Une ring light près des baies vitrées. Monica, impeccable, rosée à la main, jouait la mère parfaite face à son téléphone. Austin, visage rouge, riait, un homard énorme devant lui. Léo, au bout de la table, casque sur les oreilles, rivé à sa tablette. Ses nuggets et ses frites refroidissaient. Il avait l'air absent, seul. Mia serra ma main et s'arrêta. « Papy, c'est papa ?»« Oui, chérie. Il va être fâché ?» Je m'agenouillai. Il a perdu le droit d'être fâché. Reste derrière moi. Ne dis rien. Regarde. La note jaune dans ma poche pesait comme du plomb. Nous approchâmes derrière la chaise d'Austin. La voix de Monica perçait le brouhaha. Elle parlait de bénédiction, de se remplir la tasse, de vacances méritées. Austin brisa une pince de homard en riant. Il ne nous voyait pas. J'attendis la fin de leur mensonge. Monica sourit à la caméra, puis son regard glissa au-delà de l'écran. Son sourire se figea en confusion en me reconnaissant. Austin s'étouffa. « Papa ?» Je ne répondis pas. Je sortis lentement la feuille jaune arrachée au réfrigérateur. Le téléphone de Monica filmait encore. D'un geste délibéré, je posai la note sur la queue de homard fumante dans l'assiette d'Austin. La graisse imbiba le papier, mais le message resta lisible. « Sois sage. » Un silence s'abattit sur la table. Même Léo leva les yeux de son iPad. Austin me regarda, puis la note. Son visage passa du rouge au blanc livide. Il ouvrit la bouche sans un son. Je me penchai, mes mains sur le bord de la table, sentant son coûteux parfum. « J'espère que le homard est bon, mon fils, » dis-je d'une voix grave. « J'espère qu'il a meilleur goût que le pain moisi que tu as laissé à ta fille. » Monica retrouva sa voix. Elle voulut attraper son téléphone pour arrêter la diffusion, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle le laissa tomber, filmant le plafond. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle, sa façade d'hôtesse parfaite s'effondrant. « C'est une croisière privée. Sécurité. Appelez la sécurité. » Je ris, un son froid. « Vas-y, Monica. Appelle-les. J'ai une vidéo de toi en train d'enchaîner un réfrigérateur. Et je pense que la police des Bahamas, ainsi que les milliers de personnes qui regardent ta diffusion, seraient très intéressées. » Austin se leva, renversant sa chaise. « Papa, s'il te plaît, ne faisons pas ça ici. Des gens nous regardent. »« Assieds-toi, » aboyai-je, de ma voix de commandement. Austin s'effondra sur sa chaise. J'appelai Mia. Elle sortit de derrière moi, serrant son ours. « Regarde-la, Austin. Regarde ta fille. Tu lui as dit que tu partais en stage de football, que son séjour coûtait trop cher. Tu l'as laissé dans le noir, enfermé, pendant que tu étais ici à casser des pinces et à boire du vin. » Austin, fixant la nappe, dit « Je ne savais pas, papa. Monica a dit qu'elle avait engagé une nounou. Tout était réglé. »« Menteur !» Je frappai la table, faisant sauter les couverts. « J'ai vu les messages, le retrait bancaire que tu as fait en falsifiant ma signature. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu m'as volé et tu l'as abandonné. » Je soulevai l'assiette de homard, le beurre dégoulinant sur la nappe.
Je la tins en l'air, contemplant son excès et la note jaune collée à la chair. Sois sage, lus-je à voix haute. Je la laissai retomber. Elle se brisa en 1000 morceaux, le son résonnant dans la salle à manger, arrêtant les conversations et tournant toutes les têtes. Nous prenons Léo, déclarai-je. Et nous prenons Mia. Finissez votre repas, mais quand vous rentrerez à Miami, un comité d'accueil vous attendra. Je me tournai vers Léo. Fais tes affaires, mon garçon. Nous changeons de chambre. Léo n'hésita pas. Il prit son iPad, se leva et vint se tenir à côté de Mia, sans regarder ses parents. Austin enfouit sa tête dans ses mains. Monica fixait l'assiette brisée, la note jaune nageant dans une mare de beurre et de céramique. « Profitez bien de la croisière, dis-je. Je pris la main de Mia de ma gauche et celle de Léo de ma droite. Nous leur tournâmes le dos, les abandonnant au milieu des ruines de leur gourmandise. Austin, lâche et craintif, resta muet, terrifié par la confrontation. Monica, elle, était une vipère. J'avais piétiné sa queue devant son public numérique. Ses yeux se plissèrent. Elle vit le téléphone qui enregistrait, les visages ébahis des convives. Son récit de vacances parfaites s'effondrait. Elle avait deux choix, admettre son monstrueux abandon ou me peindre en diable. Elle choisit la seconde. « À l'aide !» hurla Monica d'un son perçant, m'accusant de kidnapper ses enfants et s'agrippant à Léo. Elle se tourna vers la foule, affirmant que papy faisait une crise. L'ambiance se retourna. J'étais désormais perçu comme un vieil homme fou arrachant les enfants à leur mère. L'hostilité montait des tables environnantes. « Monica, arrête !» dis-je calmement. Elle m'ignora, s'adressant à un homme imposant, sanglotant que j'avais la démence et avait kidnappé Mia. « Regardez sa peur !» lança-t-elle à Mia. Mia, la main moite dans la mienne, regarda Monica, puis moi. Sa terreur n'était pas pour moi, mais pour celle qui l'avait enfermée. Pourtant, la foule y voyait la peur d'une victime. Je resserrai sa main. « Reste avec moi, Mia », murmurai-je. Un touriste s'interposa. « Lâchez les enfants. »« Écartez-vous, » rétorquai-je. « C'est une affaire de famille. » Il insista. « On dirait que vous harcelez cette dame. » D'autres hommes se levèrent, formant un mur. Des téléphones s'élevaient, enregistrant ma chute. « Austin !» aboyai-je. « Dis-leur qui je suis, ce que tu as fait. » Austin, voyant la foule et la mise en scène de Monica, choisit la facilité. « Papy, s'il te plaît, » dit-il, la voix tremblante. « Lâche les enfants. On peut t'aider. On t'avait dit qu'on paierait pour l'établissement. » La trahison fut cinglante. Il utilisait le mensonge de la maison de retraite pour me discréditer. La foule murmura son accord. Monica bondit vers Mia. « Ne la touche pas !» grondai-je, m'interposant. Elle hurla, reculant comme si je l'avais frappée, et s'adressa aux caméras. « Il m'a frappé !» Je ne l'avais pas touché, mais l'angle de la caméra primait sur la vérité. Soudain, les portes s'ouvrirent. « Sécurité, écartez-vous !» 4 hommes en uniforme blanc entrèrent. Pas les gardiens que j'avais soudoyés, mais l'équipe de sécurité tactique du navire. Ces hommes, équipés de tasers et de serre-câbles, se sont avancés. Leur coordination trahissait un passé militaire. Ils ont évalué la scène. Monica hurlante, enfant effrayé, foule hostile, et moi. L'officier principal, main sur son taser, m'ordonna de relâcher les enfants. « Je suis leur papy », rétorquai-je calmement. « Ces enfants sont en danger avec eux. » Il insista. « Monsieur, lâchez les enfants. » Main visible. J'ai regardé Mia. La lâcher, c'était la livrer à Monica. Résister, c'était risquer l'arrestation et perdre ma légitimité. Un échec tactique. Monica le savait, son sourire narquois dévoilant sa fausse affliction. Je devais désamorcer la situation physiquement pour agir légalement. « Ça va aller, Mia », lui dis-je doucement, m'agenouillant. « Je ne t'abandonne pas, je te le promets. Mais je dois parler à ces hommes. Va près de Léo. Ne laisse personne te sortir d'ici. » Lâcher sa main fut un déchirement. Je me suis levé, les mains en l'air. « Je coopère. Je suis désarmé et j'ai mes pierrettes, » ai-je dit à l'officier, avant qu'il ne me plaque contre le buffet et me serre les poignets avec des serre-câbles. Léo, brisant le silence, hurla. « Vous lui faites mal. Arrêtez. Papy n'a rien fait. »
Maman ment. Il jeta son iPad. Monica se précipita, tentant de le calmer. Léo, chérie, chut, papy est malade, ne l'écoute pas. Mais Léo la repoussa avec force. Elle ment. On a laissé Mia à la maison sans nourriture. Papy est venu la sauver. Le visage de Monica pâlit, et la foule murmura de nouveau, cette fois, confuse. Officier, dis-je, la voix étouffée. Ma poche de chemise. Après mon insistance et une menace de poursuite, il en sortit la note jaune. Lisez-la à voix haute. Il lut. Mia, nous avons emmené Léo dans un stage de football pour son équipe. Sois sage. Nous te surveillons avec les caméras. Il fronça les sourcils et demanda à Monica. Madame, est-ce votre écriture? Monica bégaya, les yeux fuyants. Non, oui, mais c'est lui qui l'a écrite. Il m'a forcé. C'est un manipulateur. Il nous a menacés. C'est pour ça que nous avons dû partir en croisière. Son mensonge était faible, désespéré. Et pour la première fois, la foule n'y crut pas. On ne part pas en croisière de luxe en laissant un enfant derrière soi. Je me tournai vers Austin. Austin, c'est ta dernière chance. Léo, à 10 ans, a plus de courage que toi. Vas-tu laisser ta femme mentir à la police et ton père être arrêté pour avoir sauvé ta fille? Austin transpirait, fixant mes poignets menottés, puis les gardes. Je... Monica le coupa d'un sifflement menaçant. Tais-toi, Austin. Pas un mot. Il referma la bouche, baissant les yeux. Je fermai les miens. La douleur des serre-câbles n'était rien comparée à celle de ce silence. Mon fils n'était plus qu'une coquille vide, emplie de peur et d'avidité. Je rouvris les yeux. Officier, j'ai des preuves irréfutables. Les enregistrements des caméras de sécurité de leur maison d'il y a 2 jours, les relevés bancaires du montant qu'ils m'ont volé pour ce voyage, et l'enregistrement de l'appel de ma petite fille à 2 heures du matin, suppliant pour de l'eau après que ses parents eurent verrouillé le réfrigérateur. Le sourire de Monica avait disparu. « Je veux voir le commandant », déclarai-je, « et que le contact du FBI à Miami soit en ligne, car ce n'est plus une simple dispute familiale. C'est une scène de crime fédéral. » L'officier observa la petite fille terrifiée agrippée à son frère et Monica, dont le silence était désormais pesant. « Détachez-le, dit-il à son partenaire, mais gardez-le à l'œil. Nous allons tous au bureau du commandant. » Les serre-câbles coupés, je me frottais les poignets. Sans sourire, je posai mes mains sur les épaules de Mia et Léo. « Allons-y, leur dis-je. Nous quittâmes le restaurant, entourés de gardes. La foule s'écarta, silencieuse, un lourd malaise planant. La fête était finie, la vraie tempête commençait. L'agent de sécurité tenait mon téléphone comme une grenade dégoupillée. Malgré une fissure, l'écran était d'une clarté maximale. Je voulais que chaque pixel de leur cruauté soit visible. Déverrouillant l'appareil, mes mains étaient fermes, l'adrénaline cédant la place à la froide précision de mon objectif. J'ouvris l'application de sécurité connectée à la maison et sélectionnai la vidéo d'il y a 2 jours, à 21h30. « Montez le volume », dis-je à l'officier. Il appuya sur le bouton et la vidéo commença, l'horodatage défilant sur l'image large de la cuisine et du salon. La maison était éclairée, des valises près de la porte. Monica apparut, souriante, tenant une lourde chaîne et un cadenas. Austin la suivait, nerveux. « Es-tu sûre de ça, Monica ?» La voix hésitante d'Austin s'inquiétait. « Et s'il y a un incendie? Et si elle doit sortir ?»« Elle ira bien, Austin. Arrête d'être une chochotte, » répondit Monica d'une voix perçante. « Elle ne va pas mourir de faim. Il y a un pain sur le comptoir. C'est plus qu'elle ne mérite après ce qu'elle a fait à mon tapis blanc. Si on laisse le frigo ouvert, elle mangera tout, tu sais comment elle est. On ne va pas tout racheter en rentrant. » Sur l'écran, Monica enroula la chaîne autour des poignées du réfrigérateur en inox, la serra et ferma le cadenas, testant sa solidité. « Parfait. Maintenant, allons-y. Le taxi est là. Et assure-toi d'avoir verrouillé la porte de sa chambre de l'extérieur. Je ne veux pas qu'elle se promène pendant notre absence. » La vidéo s'est terminée. L'officier a baissé le téléphone, son professionnalisme laissant place à un dégoût pur et simple pour Monica. « Est-ce réel ?» a demandé l'officier d'une voix basse et dangereuse. Monica, bouche bée, cherchait en vain un allié. Le public, prêt à m'agresser une minute auparavant,
la fixait désormais avec horreur. Les mères serraient leurs enfants. L'homme bronzé s'écartait d'Austin. « Vous avez enfermé une enfant, chaînez le frigo », a-t-il dit, brisant le silence. Monica a hurlé, désespérée. « Vous ne comprenez pas. Elle a des problèmes alimentaires. Le médecin a dit de contrôler son apport. C'était pour son bien. »« Menteuse !» a crié une pédiatre d'une table voisine, tremblante de rage. « Aucun médecin ne prescrit un cadenas et un pain à une enfant de 8 ans. Vous êtes un monstre. »« La honte ! Appelez la police !» a crié une autre voix. La salle a éclaté en un rugissement de condamnation. Les téléphones filmaient la chute de la famille parfaite. Austin s'est recroquevillé, transpirant. « Papa !» a-t-il murmuré. « Fais-les arrêter. »« Tu as fait ton choix, Austin, » ai-je dit. « Je t'avais prévenu, je m'en occuperai. » L'officier a parlé dans sa radio. Contrôle. L'officier a appelé la radio. Code rouge. Mise en danger d'enfant confirmée. Capitaine requis. Monica a hurlé, tentant d'arracher le téléphone et criant à la violation de sa vie privée. L'officier lui a fermement saisi le poignet. « Madame, reculez !» La foule s'est écartée. Le capitaine Johansson, imposant, est entré. Il a pris mon téléphone, a regardé la vidéo sans ciller, puis l'a rendu à son officier. Visage de pierre, il s'est tourné vers Austin et Monica. En 30 ans, je n'ai rien vu d'aussi lâche. Monica a tenté de charmer, blâmant mon beau-père vindicatif. « Silence !» a cinglé le capitaine. « Vous êtes des menaces. Escortez les Morel au poste, cellules séparées jusqu'à Miami. Confisquez leurs appareils. » Austin a balbutié. « Mais la suite à 20 000 €? » Le capitaine a tranché. « Votre remboursement sera traité par le système pénitentiaire. Qu'ils disparaissent. » 2 gardes les ont emmenés. Monica hurlait des menaces, se vantant de sa célébrité. J'ai vu mon fils partir, tête baissée, sous les huées. Une pointe de chagrin m'a traversé, mais je l'ai étouffé. Il avait fait son lit. Le capitaine s'est tourné vers moi, l'expression adoucie. « Le grand-père ? Oui. Vous avez été courageux. Pour la garde, vous et les enfants resterez dans une cabine sécurisée près de la passerelle jusqu'à Miami. De la vraie nourriture vous sera apportée. » S'agenouillant devant Mia, il a demandé « Tu aimes les burgers ?» Elle a souri. « Oui, s'il vous plaît. » Nous avons traversé la salle à manger, sous les regards, la tête haute, tenant la main de Mia et de Léo. La marche de la honte de mon fils était notre marche victorieuse, nous menant loin du chaos, vers une pièce calme et sûre. L'air sentait la justice. La cabine près de la passerelle était petite et silencieuse. Mia et Léo, adossés au lit, dévoraient leur cheeseburger, comblant leur faim et le vide de sécurité creusé par leurs parents. Assis près du hublot, je regardais l'océan violet. Le navire avançait, mais notre voyage s'était arrêté. Nous étions en sursis, attendant Miami. J'ai vérifié ma montre. 2 heures s'étaient écoulées depuis la scène au restaurant, depuis que mon fils avait été emmené par la sécurité. Je n'ai ressenti qu'une lourde et froide fatigue, celle qui naît de la réalisation que mon héritage, la lignée que j'avais tant protégée, s'était décomposée en quelque chose d'immonde. Un léger coup frappa à la porte. Je me suis raidi, m'attendant au capitaine ou à un steward. « Restez là !» ai-je dit aux enfants. J'ai ouvert la porte, juste un entrebâillement. C'était Austin. Il avait l'air terrible, chemise florale déchirée, visage gonflé. Étonnamment, il n'était pas menotté, et un jeune garde de sécurité, visiblement mal à l'aise, se tenait derrière lui. « Il faut que je te donne l'inhalateur d'asthme de Léo », a-t-il murmuré, évitant mon regard. « S'il te plaît, papy, juste 5 minutes. » Le garde a confirmé. « 5 minutes, monsieur. » Le capitaine a ordonné un confinement strict, mais monsieur Morel a insisté pour une urgence médicale. Je savais que Léo n'avait jamais eu d'asthme. C'était un mensonge de plus, une manipulation pour gagner du temps, comme son faux amour pour obtenir de la validation. Je me suis écarté, le laissant entrer. Dès que la porte se referma, son masque tomba. Il ne cherchait ni Léo, ni l'inhalateur, ni même les enfants. Il m'agrippa le bras, les mains moites. « Tu dois retirer les accusations, papy !» siffla-t-il, paniqué. « Dis au capitaine que c'était un malentendu, que tu as surréagi. » Je retirai mon bras. « C'est pour ça que tu es là ?
pour me demander de mentir encore pour toi? Papy, écoute, dit Austin en passant une main dans ses cheveux. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. La banque. Si je suis inculpé pour fraude ou négligence d'enfant, je perds tout. Je le fixais, attendant une inquiétude pour Mia, mais en vain. Tu t'inquiètes pour la banque? Dis-je. Je m'inquiète pour nos vies, supplia-t-il, les yeux hagards. On a un prêt, des voitures. Monica va me quitter si l'argent s'arrête. Elle a dit qu'elle ne resterait pas avec un perdant. Tu détruis mon mariage, papy. Je le regardais, ne voyant plus mon fils, mais un étranger faible et pathétique, bâtisseur d'un château de sable, blâmant la marée montante. Je ne détruis pas ton mariage, Austin, rétorquai-je, le forçant à reculer. Tu l'as détruit en laissant cette femme mettre une chaîne sur ton réfrigérateur, en falsifiant ma signature pour voler un enfant. C'était un prêt, pleura-t-il. J'allais le rembourser, le doubler avec un tuyau crypto. Arrête, coupai-je net. Je m'approchais des enfants. Léo avait cessé de manger, fixant son père avec une profonde déception, celle d'un héros qui s'effondre. Austin les remarqua enfin, tentant un sourire tremblant. « Salut, fiston. Salut, Mia. » Mia se blottit contre le lit, le visage caché derrière son ours. Léo se contentait de fixer son père. « Tu as mon inhalateur, papy ?» demanda Léo d'une voix neutre. Austin cligna des yeux. « Quoi ? Tu as dit au garde que tu l'avais. Mais je n'ai pas d'asthme. C'était un mensonge, n'est-ce pas? Comme le stage de football. » Austin chercha mon aide, mais je restais silencieux. « Papy, reprit-il, la voix brisée, s'il te plaît, je suis ton fils. Ça ne compte pas? Tu m'as toujours appris que la famille se serre les coudes. Oui, je t'ai appris qu'un homme protège sa famille. Mais tu n'es pas le protecteur, Austin. Tu es la menace. » Je me tournai vers le hublot. « Sais-tu ce que j'ai trouvé dans le frigo ?» demandai-je sans me retourner. Austin ne répondit pas. « Du steak. Des crevettes. » Un gâteau, bonnes vacances. Tu as enfermé une enfant affamée avec un gâteau qu'elle voyait, mais ne pouvait toucher. Ce n'est pas de la négligence, Austin. C'est de la torture. Austin balbutia que c'était Monica, obsédée par le poids de Mia. Je le coupai net. Tu es un lâche qui se cache derrière la cruauté de ta femme, laissant ta fille mourir de faim pour éviter une dispute et volant mon argent par peur d'avouer ta ruine. Tu n'es pas là pour t'excuser auprès de Mia, mais pour me supplier de sauver ton travail, craignant la pauvreté. Eh bien, habitue-toi, mon fils, car c'est exactement ce que tu vas devenir. Le visage d'Austin s'effondra. Il tomba à genoux, s'accrochant à mon pantalon et suppliant « Papy, s'il te plaît, je ferai tout. J'irai en thérapie, je te rembourserai. Ne les laisse pas porter plainte. Dis au capitaine que je suis un bon père. » Je le regardais, réalisant que l'avoir toujours protégé avait été ma plus grande erreur, créant ce monstre en refusant de le laisser échouer. Je retirai ma jambe. « Lève-toi, » ordonnai-je. Il se leva, reniflant. « Je ne te sauverai pas cette fois, Austin. C'est fini. La banque, la police, le monde entier sauront. Tu perdras la maison, les voitures, Monica, car les requins fuient quand le sang coule. Mais tu y gagneras la vérité. » Je montrai la porte. « Pour la première fois, tu feras face à la réalité de qui tu es. » Austin me regarda avec haine. « Tu savoures ça ?» cracha-t-il. « Tu as toujours voulu que j'échoue? Tu me juges avec tes médailles. Tu te prends pour Dieu. » « Non, dis-je calmement. Je ne suis qu'un officier de la logistique et je me débarrasse du poids mort. » Le garde annonça. « C'est l'heure. » Austin me lança un dernier regard venimeux. « J'espère que tu vas pourrir, » murmura-t-il avant de sortir, sans un mot ni un regard pour ses enfants. La porte se referma. Le silence revint. J'expirai, les mains tremblantes, épuisé par la décision de couper les ponts. Amputer une partie de soi est terrible, mais parfois nécessaire pour sauver le reste. Je me tournai vers les enfants. Léo avait posé son burger, pleurant silencieusement. « Papy » étouffa-t-il. « Papa va en prison ?» Je m'assis entre eux, les serrant fort. « Oui, Léo, dis-je. Il va en prison. » Léo enfouit son visage dans ma poitrine, Mia sur mon épaule. « C'est ma faute ?» demanda Léo. « Parce que j'ai dit la vérité ?» J'embrassai le sommet de sa tête. « Non, jamais. La vérité est la seule chose qui nous sauvera.
Ton père va en prison à cause de ses actes, pas de tes paroles. Nous restâmes là un long moment. Dehors, la nuit était sans fin. À l'intérieur, nous avions la sécurité et la clarté douloureuse de cette fin. La chasse était terminée. Il fallait survivre aux conséquences. Le silence après le départ d'Austin était lourd. Je verrouillais la porte à double tour et calais le fauteuil sous la poignée. Fini de prendre des risques et de faire confiance à des serrures dont d'autres avaient les clés. Mia, les yeux rouges et gonflés, picorait son burger, telle une soldate ayant survécu à la bataille mais perdu la guerre. « Papy, murmura-t-elle, pourquoi papa me déteste ?» Je m'agenouillai devant elle, mes genoux craquant. « Il ne te déteste pas, Mia, dis-je. Il se déteste lui-même, et ceux qui se haïssent sont dangereux. Tu es le miroir qu'il craint. » À 8 ans, elle ne pouvait pas comprendre, mais elle se blottit contre moi. 10 minutes plus tard, un grattement timide à la porte. Je me levai, déplaçai la chaise et regardai par le Judas. C'était Léo, mon petit-fils, en pyjama, un oreiller et ses chaussures à la main. Terrifié, il jetait des regards anxieux vers le couloir. J'ouvris. Léo entra sans un mot, se glissant et s'asseyant dans le coin le plus éloigné. Je reverrouillai. Il était recroquevillé. « Léo, dis-je doucement, que fais-tu ici ?» Il leva les yeux, le visage barré de larmes, la lèvre mordue. « Maman jette des choses, » murmura-t-il. « Elle a dit que c'était ma faute, que j'étais un traître et qu'elle m'enverrait à l'école militaire. » Une vague de colère me brûla. Monica déchargeait son humiliation sur un enfant. « Tu n'es pas un traître, Léo, » lui dis-je. « Tu es le plus courageux de ce navire. » Léo secoua la tête. « Non, je suis un menteur, comme eux. » Il regarda Mia, qui l'observait avec son ours. Léo prit une profonde inspiration, sortit un petit paquet de sa poche et le tendit à Mia. « Je t'ai gardé ça, » dit-il, « du dîner. » Mia hésita, me regarda. J'acquiesçai. Elle s'approcha, prit la serviette. À l'intérieur, une truffe au chocolat, fondue, mais pour Mia, un diamant. « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé, Léo ?» demanda Mia, triste. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu partais ?» La question planait depuis 48 heures. Léo baissa les yeux, s'arrachant les cuticules. « Maman a dit que si je te réveillais, on ne pourrait pas partir, » expliqua-t-il, la voix tremblante. La croisière n'était que pour 3. Si je faisais du bruit, elle reprendrait ma PlayStation. Il s'arrêta, étouffant un sanglot. « Et quoi d'autre, Léo ?» demandai-je. « Elle a dit que tu étais méchante, » pleura Léo. « Que tu lui avais volé de l'argent, que tu étais dangereuse et qu'on devait te laisser. Si je l'aimais, je devais l'aider. » Mia le fixa. « Je n'ai pas volé, » murmura-t-elle. « Je sais, » sanglota Léo. « Mais je voulais la croire pour aller sur le grand bateau. J'étais égoïste. » Il enfouit son visage dans l'oreiller et éclata en sanglots. L'innocence de Léo, brisée par la manipulation adulte, révéla l'ampleur du crime de Monica. Elle avait fait de lui un complice involontaire, acheté son silence et empoisonné son esprit. Un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. Mia posa le chocolat. Elle rampa jusqu'à Léo et posa sa main sur son épaule. « C'est bon, Léo, » dit-elle. Il leva les yeux, incrédule. « Comment ça peut être bon? Je t'ai abandonné. »« Mais tu es revenu, » dit simplement Mia. « Tu as dit la vérité au policier et tu m'as apporté du chocolat. » Léo lâcha son oreiller et serra sa sœur dans ses bras. Mia le serra en retour. Ils se tinrent ainsi, 2 rescapés s'accrochant à la même épave. Je m'assis sur le lit, les regardant. Mon cœur s'est brisé et dilaté à la fois. Pendant des années, j'avais vu Léo comme le simple fils d'Austin, gâté et indifférent à Mia, un clone de ses parents. J'avais tort. Il n'était pas un clone, mais une victime, un otage du chantage émotionnel. Ma mission venait de changer. Je ne pouvais plus l'abandonner. Monica le détruirait pour cette trahison, broierait son esprit jusqu'à ce qu'il devienne un homme sans volonté, comme Austin. Je ne pouvais pas le permettre. Je me levai, mouillai une serviette et revins m'agenouiller. « Essuie ton visage, mon garçon, » dis-je à Léo. Il s'exécuta, puis me regarda, craintif.
Tu vas me renvoyer là-bas, papy? Non, répondis-je. Mais maman a dit qu'elle appelait l'avocat. Qu'elle appelle qui elle veut, répliquai-je. Tu ne retournes pas dans cette cabine. Tu restes ici avec Mia et moi. Mais où vais-je dormir? Il n'y a qu'un seul lit. J'eus le premier sourire sincère depuis des jours. As-tu déjà construit un bunker, soldat? Léo secoua la tête. Eh bien, tu vas apprendre. Avec Mia, nous déplaçâmes les meubles, posâmes le matelas à même le sol et bâtîmes une forteresse de draps et d'oreillers. Quand nous nous y sommes glissés tous les trois, blottis sous la couette, ce fut l'endroit le plus sûr du monde. Papy, chuchota Léo dans le noir. Oui, Léo? Tu vas nous ramener à la maison? Oui, répondis-je. Tous les deux? Demanda-t-il. Dans l'obscurité, je trouvai sa main et celle de Mia. Je les serrai. Écoutez-moi, dis-je, ma voix basse et féroce. Je ne suis plus seulement votre grand-père. Je suis votre tuteur. Peu importe les avocats ou le coup, je me battrai pour vous deux. Vous êtes l'équipe Morel, et personne ne sera abandonné. Plus jamais. Promis, murmura Mia. Promis, dis-je. Je restai là, écoutant leur respiration s'apaiser. Ils s'endormirent, mais mon esprit était en mode logistique. Descendre du navire serait facile. La bataille juridique, voilà le vrai défi. Austin se battrait pour Léo, non par amour, mais parce qu'il était un atout, l'héritier. Perdre Mia était une honte. Perdre Léo serait la mort de son ego. Il se battrait sans scrupule. Mais il ignorait ce que je détenais. Les documents du fonds fiduciaire que j'avais conservés, les clauses de l'acte de propriété de sa maison. Il ignorait que j'avais passé ma carrière à me préparer au pire scénario. Dormez bien, mes enfants, pensais-je, car quand nous atterrirons à Miami, papy partira en guerre, et je n'ai jamais perdu une guerre. Je me glissai dans la petite salle de bain. Sous la lumière crue, mon reflet montrait un homme épuisé. 20 ans de guerre, pas de jour. Je m'assis sur le couvercle des toilettes et sortis le téléphone satellite du capitaine, la seule ligne sécurisée. Je composai le numéro de Rachel Stein. Rachel n'était pas une avocate de famille ordinaire. Rachel était un requin. Je l'avais rencontrée 10 ans plus tôt lors d'un litige militaire complexe. Elle n'avait aucune sympathie, seulement de la stratégie. C'était l'arme dont j'avais besoin. Elle décrocha au second appel. Pierre. Sa voix était nette. J'attendais votre appel. Vous êtes sur le navire? Oui, c'est fait. J'ai les enfants. Austin et Monica sont au cachot. Bien, dit-elle. L'abandon est difficile à contester. Mais Pierre, nous avons un problème plus grave. C'est la pointe de l'iceberg, dit Rachel. J'ai vérifié les avoirs d'Austin. Pas d'argent, mais d'énormes dettes. Combien? Demandai-je. Pierre, êtes-vous assis? Oui. Austin a tout hypothéqué ces 18 derniers mois. Carte de crédit, prêt personnel à 20% d'intérêt. Ce n'était pas suffisant. Le silence s'épaissit. Rachel continua. Il a falsifié une procuration il y a 6 mois pour contracter une ligne de crédit sur votre maison. Le sang me quitta. Ma maison, murmurai-je, le refuge de Mia et Léo. Il a emprunté 300 000 € sur l'hypothèque. Quand les banques l'ont lâché, il s'est tourné vers des prêteurs privés. J'ai un privilège sur sa voiture et une lettre de menace d'une société à 50% d'intérêt qui recouvre avec des battes. Je fermai les yeux. Son désespoir était limpide. Il craignait pour sa vie, ayant creusé un trou sans fond. Où est passé l'argent, Rachel? Crypto, dit-elle avec dégoût. Il a tout investi dans une monnaie spéculative qui s'est effondrée, perdant 80% en 48 heures. Il a volé les 25 000 € pour jouer, espérant un jackpot. Une vague de nausée m'envahit. Mon fils n'était pas seulement un mauvais père, mais un kamikaze financier, ayant attaché une bombe de dette à notre famille. Qu'est-ce que cela signifie pour la maison? Demandai-je. Nous devons dénoncer la fraude. La banque absorberait la perte. La dette deviendrait invalide. Mais Austin irait en prison, pas pour un week-end. Fraude bancaire, électronique, vol d'identité sur une personne âgée. C'est un crime fédéral. 10 à 15 ans de prison. 10 ans. Mon fils. Au-delà de la porte, mes petits-enfants dormaient. Ils croyaient que papy pouvait tout réparer.
Sauver Austin briserait ma promesse et gaspillait leur avenir. Le dénoncer, c'était l'envoyer en prison pour une décennie. Pierre, il faut que je sache ce que tu veux faire, coupa Rachel. La banque ouvre dans 5 heures. Nous devons agir avant la saisie. Je me levai. L'homme dans le miroir pleurait, mais ses yeux étaient durs. Austin avait fait son choix par avidité, en forgeant ma signature, en affamant Mia. C'était à Papy de faire le sien. Il avait été gâté, protégé, et cette protection l'avait pourri. Le sauver ne ferait que lui permettre de tout détruire encore. « Rachel, lui dis-je, dépose les accusations. » Une pause. « Es-tu sûr ? Une fois le dossier envoyé au FBI, pas de retour en arrière ? » « Je suis sûr, dis-je d'une voix ferme. Il a volé ma maison et l'avenir de mes petits-enfants. Il n'est plus mon fils, Rachel. C'est un fardeau. Lâche-le. » « Compris, dit Rachel. J'aurai les papiers prêts à Miami. Et les requins de la dette ? Je m'en occupe, dit-elle, et je pouvais l'entendre sourire. Une lettre de cessation et d'abstention, liée au dépôt de fraude fédérale, les fera fuir. Ils ne veulent pas d'ennui avec le FBI. Merci, Rachel. Repose-toi, Pierre. Tu as une guerre à mener demain. Je raccrochais, me sentant plus léger. La décision était terrible, mais juste, comme l'ablation d'une tumeur. Je me lavai le visage à l'eau froide, puis retournai dans la cabine. Mia dormait, le pouce près de la bouche, tenant la manche de Léo, qui ronflait doucement. Je m'allongeai à côté d'eux, mon bras en travers, créant un bouclier. Austin allait tout perdre, sa liberté, sa réputation, sa famille. Mais cette maison, nous trois, nous allions nous en sortir. Nous allions la garder, planter un jardin, faire des gâteaux. Je fermai les yeux. Le navire nous berçait vers l'aube. J'étais prêt. J'étais le pare-feu, et plus jamais rien ne brûlerait ses enfants. Le voyage de retour vers Miami fut un flou d'eau grise et de lourd silence. L'Icon of the Seas, paradis flottant, était devenu une immense cage. Quand les propulseurs s'activèrent pour accoster, la vibration me fit grincer les dents. Le son de la réalité qui s'écrasait. Je me tenais sur la passerelle inférieure, tenant les mains de Mia et Léo. Notre débarquement se fit sous escorte, par une sortie de service. Devant, Austin et Monica, flanqués de garde. Austin baissait la tête, Monica, arrogante, le menton haut, ignorait sa chute. La chaleur moite de la Floride sentait l'interrogatoire. Au bas de la rampe, des SUV gouvernementaux attendaient, entourés d'agents du FBI et de la police. Rachel Stein, mon avocate, m'accueillit d'un hochement de tête professionnel, sans sourire. Le chef du FBI prit les documents. Austin s'immobilisa, la réalité le frappant, ses genoux fléchissants. Monica, incrédule, lança « Tout ce drame pour un malentendu familial ? Nous sommes membres platine ?» L'agent s'avança et demanda « Monica Morel ?» Elle corrigea « Madame Morel ». L'agent l'interrompit « Monica et Austin Morel, vous êtes arrêtés pour fraude bancaire, électronique, vol d'identité aggravée et mise en danger d'enfants. Menottez-les. » « Non !» hurla Monica, saisie. « C'est une farce. Papy, c'est toi. Dis-leur que tu es sénile, que tu as oublié. Arrête ça, ce n'est plus drôle. » Je la regardais, cette femme qui avait fait de mon fils un voleur et tourmenté Mia. Je ne ressentais rien, ni colère, ni pitié, juste la froide satisfaction d'un bilan à zéro. « Je n'ai rien signé, Monica, dis-je. Ni Austin, pas légalement. »« Menteur !» Elle se précipita vers moi, mais les menottes claquèrent. « Jaloux ! Tu veux ruiner notre bonheur, saboter ma carrière? Je vais te détruire en direct !» Son téléphone fut confisqué. « Rendez-moi ça !» cria Monica. « C'est une preuve, madame. » Austin, lui, ne se battit pas. Il tendit ses poignets, pleurant en silence. « Je suis désolé, » me murmura-t-il. Je ne répondis pas. Les excuses sans restitution ne sont que du bruit, et Austin n'avait plus rien à offrir. Ils les menèrent au SUV. La scène attirait les regards. Monica Morel obtenait enfin la célébrité qu'elle désirait, mais sous la forme d'un documentaire True Crime. Alors qu'on poussait Austin dans le premier véhicule, il regarda Léo. La voix brisée, il lui dit d'être sage, d'écouter Papy, promettant d'appeler. Léo, raide, le regarda disparaître.
Ce jour-là, il apprit que les actes ont des conséquences irréversibles. Monica, elle, se battit jusqu'au bout. Poussée dans la seconde voiture, elle hurlait son innocence, clamant être une bonne mère et accusant Mia de mentir. L'officier la força à entrer et claqua la porte, étouffant ses cris. Un silence s'installa, juste les mouettes et le clapotis de l'eau. Rachel s'approcha, le regard inquiet. « Ils vont s'en remettre, lui dis-je. L'agent vint à nous, l'air épuisé. « Papy, nous avons tout. Les preuves vidéo et bancaires sont irréfutables. Nous recommanderons un refus de caution. Ils étendent des risques de fuite et d'intimidation. » Je le remerciai. Il précisa qu'il faudrait recueillir nos témoignages et ceux des enfants dans un centre spécialisé. J'acquiesçai. Nous sommes prêts. Je regardais Mia. Elle fixait l'endroit où la voiture de Monica avait disparu, tremblante non de peur, mais du relâchement d'adrénaline. « Elle reviendra, papy » murmura-t-elle. « Non, chérie, pas avant très longtemps, répondis-je. Tenant fermement leurs mains, nous nous dirigeâmes vers la voiture de Rachel. Derrière nous, le paquebot symbolisait un excès illusoire. Nous nous en éloignions, vers ma vieille camionnette, ma maison, une vie plus simple, plus réelle. Les menottes avaient claqué, mais pour nous, c'était le bruit d'une clé nous libérant enfin. Le tribunal familial sentait la cire et le café froid. Pour nous, ce n'était pas qu'une audience, mais la bataille finale. Assis au premier rang, Rachel Stein, mon avocate, était à ma gauche, et Madame Higgins, tutrice ad litem de Mia et Léo, à ma droite. En face, Austin et Monica. Ils portaient des combinaisons oranges de la prison, les poignets entravés. Austin semblait rapetissé sans ses atours, un enfant déguisé. Monica, sans maquillage, les racines apparentes, affichait une rage sombre, cherchant en vain l'attention de la presse. « Levez-vous !» Le juge Helena Vance entra, une femme d'une soixantaine d'années, au regard aiguisé. Elle regarda directement les accusés. « Asseyez-vous !» ordonna-t-elle. « Nous sommes ici pour statuer sur la garde permanente de Léo et Mia Morel, et sur la demande de révocation des droits parentaux déposée par Papy. » L'avocat commis d'office d'Austin, jeune et nerveux, se leva. Sa voix tremblante, il concéda des erreurs, mais plaida que la révocation des droits était trop sévère. Ses clients, disait-il, étaient prêts à suivre des thérapies et croyaient à la réhabilitation, affirmant aimer leurs enfants. Le juge Vance leva la main, interrompant l'avocat. « Conseiller, dit-elle, j'ai lu le rapport de police, vu la vidéo du réfrigérateur enchaîné et l'évaluation psychologique des enfants. Ne gâchez pas mon temps avec le mot « erreur ». Ce n'était pas une erreur, c'était un siège. » La juge se tourna vers Rachel. « Madame Stein, vous avez mentionné dans votre dossier des preuves financières supplémentaires concernant le bien-être des enfants. » Rachel se leva. « Oui, votre honneur, un crime financier démontre l'incapacité des accusés à être parents, au-delà des accusations fédérales. » Rachel expliqua qu'à la mort de ma femme, il y a 13 ans, j'avais placé un héritage dans un fonds fiduciaire pour l'éducation de Léo et Mia. J'y avais ajouté le nom de Mia à son adoption. Je vis Austin se raidir. Il ignorait que j'étais au courant, pensant que je ne savais que pour la maison. Rachel expliqua que le fonds n'autorisait les retraits pour urgence, éducatives ou médicales, qu'avec ma signature. Elle tendit le document au greffier. « 2 jours avant la croisière, » continua Rachel, 25 000 € furent retirés, sous prétexte d'une chirurgie d'urgence pour Mia. Le silence tomba. « Chirurgie d'urgence ?» répéta la juge. Rachel confirma l'absence de chirurgie. Mia était en parfaite santé. L'argent, retiré en espèces, fut tracé et servi à payer l'amélioration de leur suite royale sur l'Icon of the Seas. Rachel conclut: « Ils ont volé le fonds d'études de Mia pour financer les vacances dont ils l'ont exclue, utilisant son avenir pour son abandon. » Monica baissa les yeux. Même elle, avec son narcissisme, ne pouvait justifier un tel vol, un tabou qui dépasse les pires dysfonctionnements familiaux. Rachel brandit le bordereau de retrait, portant ma signature. Un expert en écriture et mon témoignage sous serment prouvent que je n'étais pas à la banque. La signature a été forgée par Austin, qui a utilisé sa position d'ancien directeur de banque pour contourner les protocoles. La juge examina les documents, puis fixa Austin. « Monsieur Morel ?» demanda-t-elle calmement. «
Avez-vous quelque chose à dire? Austin se leva, ses chaînes cliquetant. Il me chercha du regard, mais le père qui l'avait toujours sauvé avait disparu, remplacé par l'officier de logistique qui venait de couper la ligne d'approvisionnement. Je, bégaya Austin. J'allais le remettre, avec intérêt, quand la crypto monterait. Donc c'est vrai, dit la juge. Vous avez misé l'éducation de votre fille sur des monnaies Internet. Ce n'était pas un pari, cria Austin, désespéré. C'était un investissement pour la famille. Je voulais le meilleur. Vous l'avez fait pour vous-même, claqua la juge. Elle referma le dossier. J'en ai assez entendu. Elle saisit son marteau. La Cour constate que les accusés Austin et Monica Morel ont fait preuve d'un mépris flagrant et criminel pour le bien-être physique, émotionnel et financier de leurs enfants. La Cour les déclare inaptes. Elle me regarda. Monsieur Pierre Morel, la garde légale et physique complète et permanente de Léo et Mia vous est accordée. Se tournant vers Austin et Monica, je fais droit à la révocation des droits parentaux. Vous avez perdu le privilège d'être parents. Aucun contact avant leurs 18 ans et seulement s'ils choisissent de vous retrouver, ce dont je doute. Monica hurla, renversant sa chaise. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont mes bébés. J'ai bâti ma marque autour d'eux. Vous ruinez mon image. Huissier, évacuez-les, ordonna la juge. 2 adjoints saisirent Monica. Elle se débattait, hurlant ses droits et une conspiration. Austin, lui, ne lutta pas. Austin s'effondra dans les bras des officiers, traînant les pieds. Le lourd silence qui suivit fut rempli de soulagement et de la promesse de sécurité. La juge, le visage adouci, me souhaita bonne chance. « Ce n'est pas difficile, votre honneur, c'est nécessaire, répondis-je. En sortant, Rachel me confirma. C'est fini, Pierre, ils sont partis. La maison et les enfants sont en sécurité. Je hochai la tête, regardant le fourgon emporter Austin et Monica. Les 20 000 € dans ma botte, la peur de Mia, les larmes de Léo. Cela m'avait coûté mon fils, ma paix, l'illusion familiale. Mais en me détournant, je savais avoir fait le seul échange qui comptait. Un mensonge pour une vérité, aussi douloureuse que solide. Notre ferme en Caroline du Nord était simple, ses planchers grinçants et le vent sifflant témoignant de son authenticité. Elle était nôtre, sûre. À l'îlot, je pétrissais la pâte d'un pain au levain. La boulangerie étant devenue un rituel ancrant, un travail honnête où la précipitation ne pardonne pas. Par la fenêtre, Léo riait aux éclats avec les chiens errants. Derrière moi, Mia dessinait, ses carnets remplis d'arbres, d'animaux, de nous. « Papy, regarde !» dit-elle, me montrant un dessin de nous 3. « Magnifique, chérie !» dis-je, l'affichant sur le frigo. L'appareil, autrefois symbole de sa torture, était maintenant couvert d'art, rempli de provisions, jamais verrouillé. Mia l'ouvrait parfois, fixait la nourriture, souriait et le refermait, se rassurant. Le facteur arriva. Je sortis à la boîte aux lettres, saluant cet homme pour qui j'étais juste papy, le vieil homme de la ferme, ignorant tout de la vidéo virale. En triant le courrier, je m'arrêtai net. Une enveloppe blanche, estampillée « Federal Correctional Institution » portait le nom d'Austin Morel. Malgré mes blocages téléphoniques, les lettres trouvaient toujours un chemin. Je rentrai, posant la lettre sur le comptoir. « C'est quoi, papy ?» demanda Léo. « Juste une facture que nous n'avons pas à payer, » mentis-je. Le soir, les enfants endormis, je m'assis près de la cheminée. J'ouvris l'enveloppe avec mon canif. Une feuille de papier jaune, une écriture désespérée. « Cher papa », commençait-elle. Le contenu était prévisible, pas un mot de remords, aucune question sur Mia ou Léo. Juste une litanie de plaintes, la nourriture, les gardiens, Monica demandant le divorce et lui imputant tout. Il réclamait de l'argent pour son compte pénitentiaire, exigeait un appel. Il prétendait avoir trouvé Dieu, mais je savais que ce n'était qu'une manipulation, une tentative de s'adapter sans changer le fond. La lettre se terminait par une exigence déguisée en supplique. « Tu me dois ça, papa. Tu ne peux pas laisser ton fils pourrir ici. » Baissant la lettre, je fixai le feu. « Je ne te dois rien, » murmurai-je. Je lui avais donné la vie, l'amour, des opportunités. Il m'avait rendu la trahison, une petite fille traumatisée et un petit-fils à désapprendre l'arrogance.
Ma loyauté allait à ceux qui dormaient à l'étage. Protéger les innocents, parfois, c'était accepter d'être le méchant. Je ne la pliais ni ne la gardais. Je la jetais dans le foyer. Le papier jaune s'enflamma, les mots s'effacèrent, les plaintes et fausses prières se consumant en une fragile paillette de cendre s'élevant dans la cheminée. La tension quitta mes épaules. On dit que la famille est sacrée, que le sang est plus épais que l'eau, qu'il faut pardonner. Ils ont tort. La famille, ce n'est pas l'ADN, c'est ceux qui saignent pour vous et ceux qui tiennent le couteau. J'avais dû couper un membre pour sauver le corps. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie, mais en contemplant la paix de cette maison, le silence enfin délivré des mensonges, je savais avoir fait le bon choix. Je suis papy. Je suis un père, un grand-père, et je suis enfin libre. Pour construire une nouvelle vie, il faut parfois brûler les ponts avec l'ancienne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.